Bonjour, chargé de terminal mode. Et bien voilà, on se retrouve pour notre premier cours pendant ce confinement ensemble. Euh, pour ce cours, on va pas commencer un nouveau chapitre. Alors, bon, c'est particulier. Vous étiez censé avoir un CCF qui allait arriver. Bon, je vais pas quand même vous faire réviser jusqu'au CCF parce que du coup, il est repoussé. Donc, on va pas faire non plus des révisions jusqu'au CCF. Donc là, ça va être notre dernière séance sur ce chapitre. Je ferai quelques rappels juste avant le CCF quand ce sera le cas. Mais voilà, après cet exercice corrigé là, nous passerons du coup à un autre chapitre. Du coup, on passera aux maths. Voilà. Alors, cet exercice 8 que vous aviez commencé à faire en classe, que vous avez pour certains terminé, on va le corriger ensemble. Dans cet exercice, on vous dit qu'un sonar est un appareil qui équipe certains bateaux afin de repérer des épaves. Il émet des signaux, bref. Des signaux brefs. Alors du coup, comment ça se passait du coup sur un bateau? Je dessine toujours aussi bien. Sur un bateau, donc il y a un dispositif qui est là pour du coup envoyer une onde. Cette onde, une fois arrivée sur un obstacle, donc ici en l'occurrence le fond, va être réfléchie et va être redétectée par le sonar. Donc le sonar en fait, il envoie un signal, il attend, et quand il reçoit l'écho, donc signal et E pour écho, ça veut dire que du coup l'onde est revenue. Il en déduit du coup, parce qu'il fait des petits calculs, il en déduit du temps que ça a mis pour faire l'aller-retour, il en déduit la distance qu'il y a avec le fond. Alors ça peut servir à trouver à quelle distance est le fond, ça peut servir à trouver des bancs de poissons, ça peut servir à éviter de cogner des rochers, etc. etc. Euh, du coup, question 1. On vous dit, à l'aide du graphique ci-dessus, mesurez le décalage de temps delta t entre S1 et E1, entre le signal et l'écho. Là, vous avez un petit indice ici, donc, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Vous aviez un petit indice ici, on vous expliquait que delta t, c'était le décalage entre le début du signal S1 et le début du signal E1. Okay, il faut bien fonctionner par rapport au début, parce qu'un écho peut parfois être plus long qu'un signal. Parce que on l'avait déjà vu, on avait expliqué rapidement que l'eau était un milieu dispersif. Donc en fait, un signal qui au départ est court peut se retrouver à avoir un écho qui est plus long. Donc il faut avoir une référence qui du coup est fiable. Donc on prend le début. On vous demande de mesurer ce décalage delta t. Du coup, on a marqué sur le schéma ce qu'on allait mesurer, ce delta t là. On compte en carreaux, on a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Ici, on nous dit qu'on a 0,2 secondes par division. Une division, c'est un carreau. Donc, on a 5 carreaux, 0,2 secondes par carreau. On mesure le décalage delta t. Donc, on écrit delta t est égal. Alors, si on a envie, on peut écrire 5 carreaux. Voilà. Et du coup, on sait que 1 carreau, c'est 0,2 secondes. Donc, on calcule delta t qui est égal à 5 fois 0,2. Hop, pardon. 5 fois 2, 10, donc 5 fois 0,2, ça fait 1,0. Alors, en classe, on me demande toujours pourquoi le virgule 0. Alors, je vous rappelle ici, vous êtes à quelque chose, un chiffre qu'on vous donne à un chiffre après la virgule. Ça veut dire qu'on a une précision qui est de l'ordre de 0,1 seconde. Donc, on va donner ici à 0,1 seconde. Il y a donc 1,0, donc 1 seconde, d'intervalle entre le signal et l'écho. On fait une petite phrase réponse pour. Alors excusez-moi, j'ai mis pause plusieurs fois d'affilée là pour vérifier quelque chose parce que ça m'a un peu interpellé. Ici, vous avez une unité qui est donnée en microsecondes, donc c'est faux, hein. À partir du moment où on vous donne ici que la déviation horizontale, c'est-à-dire que quand je me déplace d'un carreau sur l'horizontale, c'est 0,2 secondes par carreau, mais on peut pas vous donner d'échelle
sur le graphique, ça n'a pas de sens. Ok. Donc pour ceux qui ont tenu compte des microsecondes qui étaient là, n'en tenez pas compte. Ok. C'est pas une erreur de votre part, c'est une erreur de ma part. Question 2. On vous demande de calculer la distance D au mètre près entre le sonar et l'épave. Alors, ils sont gentils avec vous dans cette question parce qu'ils vous donnent la formule. Mais bon, faut quand même comprendre ce qui se cache derrière cette formule. On calcule la distance qu'il y a entre la surface de l'eau et le fond de l'océan à cet endroit-là, ou le fond de la rivière, je sais pas. Cette distance, elle est notée petit d. Et en fait, le delta t, c'est quoi? C'est le temps que ça met pour faire l'aller-retour. Donc d, la distance que l'on calcule, mais elle est 2 fois plus petite que la distance que parcourt l'onde, parce que l'onde, elle parcourt l'aller-retour. Ok, j'espère que je vous ai pas perdu, mais voilà, donc la distance que l'on calcule, elle est 2 fois plus petite que la distance que parcourt l'onde. Donc l'onde, en fait, si on voulait calculer la distance qu'elle parcourait, on aurait fait vitesse fois temps. Donc déjà, ça, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Vitesse égale distance sur temps. Donc distance égale vitesse fois temps. Ok. Alors j'efface pour pas trop surcharger. Donc si je voulais calculer la distance, donc je répète, que parcourt mon signal, j'aurais fait V fois delta t. Or, cette distance, elle correspond à l'aller-retour. Donc si moi, je veux pas la distance de l'aller-retour, mais juste la distance de l'aller ou du retour, j'ai plus qu'à diviser ce résultat par 2. Donc je me retrouve avec cette formule. Ok ? En espérant que c'est bon. Bon, vous pouvez pas répondre si c'est pas ok, mais n'hésitez pas à m'écrire si jamais il y a quelque chose qui est pas compris. Donc D égale V fois delta t sur 2. Première chose à faire, j'écris la formule. On vous donne ici la vitesse que l'on appelle célérité. Okay, on parle plutôt de célérité pour une onde, on parle de vitesse pour un objet. On vous donne donc la vitesse du son dans l'eau, et ça confirme bien ce qu'on avait dit en classe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait plusieurs hypothèses sur... on avait vu que le son se propageait vite dans l'air, et qu'il se propageait encore plus vite dans la table. Vous vous rappelez, on avait tapé sur la table pour voir la vitesse à laquelle se propageait le son quand on avait fait notre TP avec les baguettes. Donc voilà, ça confirme ce qu'on a dit, le son va à 1500 mètres par seconde dans l'eau, contre 340 mètres par seconde dans l'air. Donc là, on n'a plus qu'à faire ce calcul, avec delta t qui vaut 1 seconde. Donc, ça nous donne d est égal, alors la vitesse 1500, delta t c'est 1, et 2 c'est 2. Donc je prends ma calculatrice, excusez-moi, je tape 1500, donc divisé par 2, ça revient même, fois 1,5, qui fait 750. Je sais pas pourquoi j'ai pris la calculatrice, c'était juste pour me la péter, pour vous montrer que j'avais ma calculatrice sur mon ordi. Donc D est égal à 750, et du coup, le résultat est en mètres. Okay. Donc on fait une petite phrase pour dire que... Ah oui, c'est une épave, pardon, c'est pas le son, c'est pas le fond de l'eau, c'est une épave que l'on détecte. Donc on fait une petite phrase pour dire que la distance entre le sonar et l'épave est de 750 mètres. Alors maintenant, on vous explique qu'on vous propose d'étudier les caractéristiques du signal émetteur. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un zoom sur du coup S1. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur, donc voilà, j'écris. On fait un zoom sur ce S1 qui est là, et du coup on obtient ça. Alors maintenant, oui, on a une échelle. On vous explique qu'un carreau vaut 10 microsecondes. Donc c'est comme si du coup
on vous définissait l'échelle en écrivant ici que c'était 10 et en vous disant qu'ici c'était des microsecondes. Question A. Déterminer la période grand T du signal émetteur. Okay, donc la période, je rappelle que c'est la durée, c'est le temps que met l'onde pour faire un motif. Alors maintenant, le motif, c'est vous qui choisissez où est-ce que vous avez envie qu'il soit. Si moi j'ai envie de décider d'étudier mon motif qui ressemble à ça, ben c'est moi qui décide d'étudier celui-là. L'essentiel, c'est juste que si jamais je le répète, ben ça fasse mon onde. Ok ? Il faut, par exemple, si je me trompe et que je me dis que mon motif c'est ça, mais là si je répète ce dessin indéfiniment, je vois bien que je trouve pas mon onde, je trouve un truc bizarre. Ok ? Pareil, si vous décidez de partir d'ici, ben faites bien en sorte de vous arrêter à l'endroit où, quand vous répétez votre motif, ça marche. Ici, je suis ce qu'on appelle sur un front montant. Donc, je démarre ici mon motif quand je descends. Donc, il faut que là, ça s'arrête quand je recommence à redescendre. Okay. Donc, vous décidez de partir où vous voulez. Moi, je trouve que le plus simple, c'est de partir quand même sur l'axe des abscisses. C'est quand même vachement plus facile de faire des mesures. Après, ça dépend aussi des cas. Donc là, j'ai un motif. Okay. Un motif, je vois qu'il dure 2 carreaux. Donc ma période, pareil que tout à l'heure, elle mesure 2 carreaux. Donc je peux écrire que TS égale 2 carreaux ou 2 divisions, comme je veux. Okay. Pour rappel, on vous dit que 1 microseconde, c'est 10 puissance moins 6 secondes. Donc je vais vous faire rapidement le tableau des conversions pour que vous puissiez comprendre. Voilà donc le tableau des secondes, décisecondes, centisecondes, millisecondes et des microsecondes. Les unités entre kilosecondes et millisecondes, on a un nom toutes les cases. Donc on a décasecondes, hectosecondes, kilosecondes, décisecondes, centisecondes, millisecondes. Mais à partir du moment où on dépasse les millis et on dépasse les kilos, on n'a pas de nom toutes les cases, on a des noms toutes les 3 cases. Microsecondes, millisecondes, microsecondes, nanosecondes, etc., etc. Donc là, on s'intéresse aux microsecondes, qui est 3 cases plus loin que les millisecondes. Donc 1000 microsecondes font 1 milliseconde, de même que 1000 millisecondes font 1 seconde. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est que 1 microseconde est égal à 10 puissance moins 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 1 microseconde, pour aller aux secondes, il faut que je décale la virgule de 6 rangs vers la gauche. Donc je vérifie si je ne me suis pas trompé. Quand je fais 1 microseconde, ma virgule elle est ici. Si je veux aller à seconde, il faut que je la décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs vers la gauche. Ok ? En espérant que c'est bon. Du coup, la période de ce signal, c'est 2 carreaux. Un carreau vaut 10 microsecondes. Donc 2 fois ces 10 microsecondes. Alors, ce résultat, il est en microsecondes. Maintenant, si je veux l'avoir en secondes, puisqu'on me demande la période, c'est qu'on me la demande dans l'unité officielle. Hein. Donc cette fois-ci, je calcule. Donc ça fait 20 microsecondes. Alors soit je fais le tableau et j'écris 20 microsecondes ici et je convertis. Ce qui fait 0,000020. Soit 20 fois 10 puissance moins 6, ou alors 2 fois 10 puissance moins 5, ou alors je prends ma calculatrice, si je ne suis pas sûr de moi, et j'écris tout simplement 20 fois, il est où le 10 puissance, hop, il est là, non, alors attendez, je me pose, le temps de me souvenir, non, oui, c'est bon, en fait il est là, 20 fois 10 puissance moins 6. Et il me dit que c'est 2 puissance moins 5. Bon, je peux aussi écrire 20 fois 10 puissance
Alors non, il met directement le carré. Puissance, pardon, parenthèse, moins 6, fermez la parenthèse. Bon, ça c'est pour voir ce que j'écris, hein. Ça me donne exactement la même chose, mais du coup il y a une touche plus rapide, un raccourci ici, fois 10 puissance. Donc ça me fait 2 fois 10 puissance moins 5 secondes. Donc la période de ce signal est de 2 10-5 secondes. En déduire la fréquence, donc ça c'était la question petit a. Petit b, en déduire la fréquence fs de ce signal. Du coup, on se rappelle de la formule, t est égal à 1 sur f. C'est la seule formule où on retrouve période et fréquence. Et étant donné qu'on nous demande en déduire, ça veut dire qu'on doit utiliser la période qu'on a trouvée en haut pour trouver la fréquence. Donc ça, c'est la seule formule. On cherche la fréquence. Donc cette formule, on peut l'écrire différemment. On peut faire passer f de l'autre côté et t de l'autre côté. Ça nous donne f est égal à 1 sur t. Voilà, et on fait le calcul du coup. F est égal à... Alors c'est pour ça qu'on devait absolument convertir, parce que je vous rappelle que dans cette formule, la période, elle est forcément en secondes. 1 sur 2 fois 10 puissance moins 5. J'espère que vous voyez là. Normalement, oui. Donc, je prends ma calculatrice, donc même si j'en ai pas forcément besoin. Et du coup, je tape dessus 1 demi. Alors, je vais mettre une parenthèse, ça va être mieux. 1 divisé par 2 fois 10 puissance, je me fais encore avoir, moins 5. Et du coup, j'ai 50 000. Alors, pas besoin de calculatrice, je vous avais dit, parce que 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Et divisé par 10 puissance moins 5, ça revient à multiplier par 10 puissance 5. 0,5 fois 10 puissance 5, ça fait 5 fois 10 puissance 4. Du coup, ça fait 5 avec 4 zéros derrière. Donc. Et le résultat va être en, puisque c'est une fréquence, je vous laisse réfléchir un petit peu, en Hertz. Donc 50 000 Hertz. Normalement, vous voyez H majuscule, Z minuscule. Excusez-moi si vous voyez pas très bien. Je suis un peu en bout de page. Ensuite, on va corriger du coup la dernière question, question 4. Ça vous fera une petite vidéo de 20 minutes. Je mets pause juste pour refaire un petit peu mon cadrage. Je vous laisse mettre pause maintenant du coup si vous voulez noter tout ça, parce que je pense que je vais effacer un petit peu tout pour pouvoir écrire plus proprement. Alors pour cette dernière question 4, là, bon, elle paraît compliquée, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de données. Après, sinon, elle est très simple. C'est juste pour vous expliquer qu'en fait, un sonar, on peut s'en servir pour mesurer des distances, mais si on peut mesurer des distances à tant de temps d'intervalle, au final, on peut mesurer des vitesses de déplacement d'objets, ou même du bateau. À l'aide des données de ce sonar, on veut déterminer la vitesse moyenne d'un sous-marin qui navigue dans la direction du bateau. Donc on a le bateau, ici, qui flotte au-dessus de l'eau, puisqu'il ne touche pas l'eau. Et donc on a un sous-marin qui navigue en direction du bateau. Alors le sonar a effectué 2 enregistrements à 9 secondes d'intervalle. Au premier enregistrement, il a trouvé que la distance était de 300 mètres. Et au deuxième enregistrement, il a trouvé que la distance qui séparait le sonar du bateau n'était plus que 250 mètres. Okay. Donc en gros, au bout de ces 9 secondes, le sous-marin s'est déplacé de, du coup, 50 mètres. Okay. Donc, on va du coup, hop, voilà, on va du coup calculer la vitesse. Donc une vitesse, c'est du coup une variation de distance sur une variation de temps. Okay, donc distance sur le temps, c'est pareil, c'est juste que là, c'est pas la distance qu'on prend, c'est la variation de distance qu'il y a eu, les 300 moins les 250 mètres. Donc ça va nous donner
300 moins 250, qui vont faire 50. Le tout divisé par l'intervalle de temps, donc delta t, qui est de 9 secondes, puisque ça a mis 9 secondes entre la première et la deuxième mesure, on a pris 9 secondes. Du coup, ça me fait que le calcul est 50 divisé par 9. Donc, il a avancé de 50 mètres en 9 secondes. Donc, V est égal à 5,55. Donc, on va arrondir à 5,56, puisqu'il n'y a que des 5 après. Hop, 5,56. Ce résultat, vu que je suis en mètres et que je suis en secondes, c'est donc des mètres par seconde. Okay. Et du coup, je sais que pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, je dois multiplier par 3,6. Donc ici, je change de couleur. Donc entre là et là, je multiplie par 3,6. Alors on avait déjà expliqué en cours d'où vient ce 3,6. C'est parce que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc il aurait fallu multiplier par 3600. Mais on convertit aussi les mètres en kilomètres, donc on divise par 1000. Multiplié par 3600 divisé par 1000, ça revient à multiplier par 3,6. Donc V, la vitesse à laquelle le sous-marin se rapproche du bateau, c'est donc 5,56 multiplié par 3,6. Ce qui fait, du coup, alors on m'a pas demandé d'arrondir, non, bon, je vais arrondir à un chiffre après la virgule ou 2 chiffres après la virgule, allez, je vais rester pareil que là. Donc 20,02. 20,02 km par heure, avec une petite phrase qui explique que la vitesse du sous-marin, la vitesse à laquelle le sous-marin se rapproche du bateau, est de 20 km par heure. Ça ne veut pas dire que le sous-marin va à 20 km par heure, parce que si ça se trouve, le bateau avance aussi. Le sous-marin se rapproche du bateau à la vitesse de 20,2 km par heure. Voilà. Mais en espérant que tout ça est bien clair, je vais vous donner un tout petit travail à faire sur École Directe Histoire 2, que vous me rendiez quelque chose. Donc déjà, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me rendre la correction de cet exercice pour la semaine prochaine. Donc on est mercredi, je vais vous le demander pour mercredi, je vous le demanderai pas pour vendredi. Je vais pas vous donner du travail à faire pour dans 2 jours, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous et de votre famille, et j'espère vous voir très bientôt. Au revoir.